2 novembre 2025, un mystérieux satellite est déployé dans l'espace. Ce satellite marque le début d'une nouvelle ère, celle où l'IA n'est plus restreinte à la Terre mais part à la conquête de l'espace. Tu vas voir que c'est pas pour faire joujou mais que ça résout les problèmes les plus critiques de l'IA, des problèmes qui lui empêchent aujourd'hui de révéler son plein potentiel et de devenir 100 fois plus puissante. L'origine de cette histoire, c'est les data centers. À la fin de la vidéo, tu comprendras pourquoi les data centers n'ont pas leur place sur Terre, mais plutôt dans l'espace, voire sur la Lune. C'est parti, on va rentrer dans un data center, on va voir à quoi ça ressemble. 40 000 mètres carrés de superficie, la taille d'un stade de France sur 4 étages et une allure de forteresse. Ok, donc ça c'est vraiment les data centers qui stockent les données quoi. Comme il dit, toutes les données d'internet, donc les vidéos YouTube, les mails. Mon guide pour apprendre la robotique disponible en description. Donc les centres de données internet en fait ils sont vraiment placés près des villes, des zones où il y a beaucoup de population, parce que pouvoir optimiser un peu le trafic d'informations, enfin voilà. Ça c'est pour les data centers liés à internet. Mais nous ce qui nous intéresse c'est les data centers IA. Deux choses qui ont l'air similaires mais qui en réalité ne le sont pas. Calling it AI data center might even be a bit misleading. In my opinion, a more fitting name would be AI supercomputer, because that's Super what it ordinateur actually IA. is. Because we just talked about how important location is for a traditional data center, but location literally doesn't matter for an AI data center. Ok, donc première différence, les fameux super ordinateurs IA, en fait leur location on s'en fiche. If you are asking ChatGPT a question, you directly communicate with the data center that runs the inference. C'est juste pour faire tourner des modèles d'IA quoi, c'est pas vraiment pour stocker des données comme pour internet. Là c'est vraiment donc entraîner les modèles d'IA ou alors les faire tourner. As I've said, AI data centers are actually more like supercomputers. Their only goal is to deliver as much computational performance as efficiently as possible. Très bien, mais il y a quand même pas mal de problèmes avec ces data centers IA. Le premier, c'est le refroidissement. C'est que il faut faire beaucoup de calculs, ça consomme pas mal d'électricité et donc ça chauffe. Et donc pour éviter que tous les serveurs crament, il faut les refroidir. Until recently, almost all data centers were air-cooled. Les centres de données étaient refroidis avec de l'air, donc des gros ventilateurs qui tournent et puis ça aère toute la pièce. And while there are some Blackwell implementations that still use air cooling, next-gen AI accelerators will almost exclusively use liquid cooling. Et ça, c'est parce que le liquide qu'on peut utiliser, c'est l'eau. Et le truc avec l'eau, c'est que c'est un bien meilleur conducteur thermique que l'air. C'est-à-dire que les transferts thermiques sont bien plus efficaces quand on utilise de l'eau que de l'air. Et donc le data center se refroidit plus vite. Et du coup, le refroidissement par eau, Liquid cooling can absorb about 4000 4000 fois plus d'énergie grâce au water cooling. Mais ça n'a pas non plus que des avantages. Le problème principal en fait de ces histoires de water cooling, c'est que ça consomme beaucoup d'eau. L'eau, elle est pas perdue, hein. Mais c'est de l'eau qui est utilisée dans le data center et qui peut pas être utilisée ailleurs, comme dans une ville à côté. Donc ça, c'était le premier problème, celui du refroidissement. Mais il y en a un autre qui est bien plus important, qui est celui de l'alimentation. L'alimentation en électricité, hein, pour faire tourner les data centers. Ça, c'est les data centers traditionnels, donc pour Internet, qui consomment ici 10 MW, 30 MW et 100 MW. But they all pale in comparison to the critical IT power of AI data centers. 1 gigawatt. With the power requirements of AI data centers, we are talking about direct access to major high voltage power lines. Et le véritable problème ici en fait c'est ça, c'est vraiment l'alimentation en énergie. From the launch of ChatGPT to next year, AI compute will add an estimated 40 to 50 gigawatts of global power demand. These are numbers comparable to the average use of entire countries like France and Germany. Tous les data centers vont consommer autant que des pays entiers quoi. Pour éviter que ça interfère avec le réseau et qu'il y ait des problèmes au niveau des villes et tout, ils font en sorte que les data centers aient leur propre alimentation en électricité. Refroidissement, alimentation, bon, il y a pas mal de problèmes avec ces data centers. Mais qui dit problème, dit solution. Et oui. Et c'est là qu'arrivent les data centers dans l'espace. Why we should train AI in orbit. Their pitch, Pourquoi on devrait entraîner l'IA en orbite? which explains why they think that data centers in space are the way forward for giant compute jobs such as training AI datasets. Bah oui, la première chose qui te vient peut-être en tête, c'est qu'il fait froid dans l'espace. Le refroidissement, c'est réglé? Pas exactement, bon, on reviendra là-dessus un peu plus tard. D'abord, on va se concentrer sur le problème majeur, celui de l'alimentation en électricité. Si vous vous mettez sur la bonne
orbite qu'on appelle une orbite héliosynchrone. Ça permet d'être constamment face au soleil, vous passez jamais du côté nuit. Donc si vous mettez des panneaux solaires par exemple sur votre data center, là vous pouvez l'alimenter en continu. Et donc ce qui nous est proposé ici, c'est un data center de 5 gigawatts avec un immense carré de panneaux solaires de 4 km de large. So with power being the major constraint, in Orbit are arguing that if launch costs get low enough, then solar panels in orbit which are exposed to sun 24 hours a day and are above the atmosphere and above any weather will produce power more cheaply than solar panels on the ground. Ce qu'il propose, c'est d'avoir un énorme champ de panneaux solaires dans l'espace, qui serait donc toujours face au soleil et qui produirait donc toujours de l'énergie. Tu te doutes peut-être qu'envoyer un truc aussi gros dans l'espace, ça risque de coûter assez cher. Mais le truc, c'est que c'est qu'un problème technique. Ça demande pas mal de temps et de travail pour être résolu, mais c'est pas pour autant physiquement impossible. En faisant quelques petits calculs, voilà les estimations que j'ai pu faire. 240 000 tonnes. La masse à envoyer en orbite. Ça ferait 1,2 milliards de dollars le data center de 5 gigawatts. Sachant que ça prend juste en compte le coût des panneaux solaires. Juste pour se donner une petite estimation de ce à quoi on pourrait s'attendre. Their first step is going to be launching a smaller spacecraft next year to demonstrate compute in space. Peut-être un data center de 40 mégawatts d'abord, qui pourrait être lancé en une seule fois, ce serait peut-être une bonne idée. Effectivement, effectivement. Bon, mais du coup, ces data centers, je te rappelle qu'ils sont lancés en orbite héliosynchrone, pour avoir un accès permanent au soleil. Mais il y a quelques difficultés en plus qui se posent. This, of course, leads to another problem in that sun-synchronous orbits are very busy. And if you've got a busy part of space, the last thing you want is a giant 4 oui, il y a beaucoup de choses wide sur les solar orbites panel héliosynchrones. that is going to hit every piece of space debris. Comme des satellites d'observation de la Terre, par exemple. Ouais, donc une petite simulation ici de ce qui pourrait se passer s'il y avait une collision, par exemple. They could solve this problem by perhaps going to a higher orbit. Pour ne pas avoir de collision avec tous les satellites qui pourraient être en orbite basse. And also, a higher orbit is probably needed because nowhere in their white paper do they talk about the costs and requirements of orbital maintenance. And if you have a very large solar panel, you're going to be getting a lot of drag, even in the tenuous upper atmosphere. On dit souvent, voilà, l'atmosphère, ça va jusqu'à 100 km. Ça s'arrête pas brusquement à 100 km. Ce qui fait qu'il reste une atmosphère très peu dense, même dans ce qu'on a l'habitude d'appeler l'espace. Ce qui fait que ça freine. Il faudrait pas que votre structure de 4 km s'écrase sur une ville. Donc pour ça, voilà, faudrait plutôt les mettre sur des orbites hautes. Et du coup, c'est plus compliqué pour faire de la maintenance et tout. Solar panels are going to be out there, and they're going to be getting hit, and they're going to suffer higher rates of degradation because 16 km² de panneaux solaires, ça va se prendre beaucoup de débris, même en orbite haute. Mais en orbite haute, le problème majeur, c'est celui des rayonnements. Les rayonnements cosmiques et tout, qui peuvent potentiellement interférer avec tout ça, surtout dans les orbites plus élevées. you are going to have to keep everything cool, and the only way to get rid of heat in space is through radiators that radiate. Voilà, on en vient au radiation, refroidissement right? maintenant. Tu te souviens peut-être que plus tôt, comme tu t'en doutes, j'ai dit qu'il fait froid dans l'espace. Parce que c'est pas vrai, en fait. Si vous faites face au soleil, donc que vous n'êtes pas du côté nuit de la Terre, t'as tous les rayonnements du soleil qui arrivent directement sur toi, et donc tu chauffes. Tu peux affronter une température de 120 degrés Celsius face au soleil, pendant que le dos gèle à moins 150 degrés. Là, il fait extrêmement froid, oui. Il fait au moins 8000. Et c'est pareil pour les data centers. Nous, on veut qu'ils soient toujours face au soleil pour pouvoir les alimenter en continu. Mais du coup, ça chauffe en continu aussi. Et pour évacuer la chaleur, on utilise du rayonnement. This International Space Station keeps itself cool using radiators. Voilà, donc les radiateurs de l'ISS. Like a cooling liquid which is pumped through little pipes in the surface. Que donc heating c'est these littéralement du panels up water cooling, en fait. will passively reject that heat into space, and then L'eau ou le fluide qui est utilisé en tout cas va venir récupérer la chaleur qui est produite dans le data center. Ensuite, le fluide va venir ramener la chaleur dans ces radiateurs. Ça va rayonner dans l'infrarouge pour dissiper donc cette chaleur. Mais il nous faut combien de radiateurs? Est-ce que c'est des tout petits trucs qu'on doit mettre par-ci par-là? Ou est-ce qu'on a besoin d'énormes panneaux? it says that they would only need 1/3 the area of radiators compared to their solar panels. Donc ça fait une grosse infrastructure. Si en plus il faut des radiateurs partout. Behind the solar panels, you want them oriented at 90 degrees to the sun. Oui, les
radiateurs, il faut qu'ils soient dans un endroit qui soit froid, donc derrière les panneaux solaires. Donc moi je vois bien un truc du type, bah vous avez donc plein de panneaux solaires comme ça qui font face au soleil, cachés derrière le data center en lui-même, et sur ce data center, les radiateurs permettraient donc de dissiper toute la chaleur. Comme tu peux le voir, nous avons beaucoup de problèmes à surmonter. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai à te montrer, parce que pour régler tous ces problèmes de refroidissement ou d'alimentation en énergie, eh bien il y a une vraie solution, c'est de mettre des data centers sur la Lune. L'idée de mettre des data centers sur la Lune, en fait c'est que les cratères qui sont au pôle de la Lune, il y en a certains qui sont très intéressants. The interiors of some craters in the moon's polar regions, like Shackleton, haven't seen sunlight in over 2 billion years. Le cratère là, puisqu'il est au pôle, bah en fait la lumière du soleil, elle est extrêmement rasante. Et elle est rasante toute l'année, constamment. Ce qui fait que ici, vous avez une immense zone qui est dans une ombre permanente, dans laquelle donc il fait extrêmement froid. L'idée c'est de mettre le data center dans le cratère pour qu'il soit vraiment au froid. Alors il faudrait aussi mettre des radiateurs pour dissiper la chaleur dans l'espace, mais voilà. Apparemment il fait environ moins 180 degrés dans le cratère. Donc ça c'est parfait pour notre data center. Voilà, c'est une petite animation donc d'une journée lunaire. Donc voilà, vous pouvez voir les ombres qui tournent. Et l'intérieur du cratère eh bien, est constamment dans l'obscurité. Et ce qui est bien ici, c'est que si on va au bord du cratère, il y a certaines zones qui font toujours face au soleil. Et donc ça nous permet, comme pour les data centers en orbite autour de la Terre, d'avoir de l'énergie solaire tout le temps. Ici vous avez un champ de panneaux solaires, et là à l'intérieur du cratère, eh bien, vous aurez le data center en lui-même. But what it's for is it has infinite power, infinite cooling, and infinite mineral resources to manufacture these data centers. And those solar panels and those towers, those are all made from lunar resources. Et donc le niveau supérieur de tout ça, bah en fait ce serait de fabriquer tout directement sur la Lune à partir du régolithe lunaire, donc le sol lunaire, fabriquer les panneaux solaires et tout ce dont on a parlé. Après, évidemment faire des trucs sur la Lune, eh bien, ça rend beaucoup plus compliqué tout ce qui est maintenance, il y a aussi plus de radiation et tout. Un autre problème de la Lune aussi, c'est que c'est 2 secondes et demie d'aller-retour pour envoyer et recevoir de l'information. S'il y a besoin d'avoir très peu de latence, bah c'est pas vraiment faisable. Par contre, pour tout ce qui est entraîner les modèles d'IA sur la Lune et tout, là oui. Et un dernier truc que tu te demandes peut-être, c'est pourquoi s'embêter à aller si loin? Pourquoi ne pas aller en Antarctique, par exemple? Il fait froid, il y a du soleil, ça a l'air d'être à peu près pareil, donc pourquoi s'embêter à aller sur la Lune? Déjà, en Antarctique, il fait pas si froid que ça. Le minimum vraiment, c'est moins 90 degrés. Comparé aux moins 180 degrés de la Lune, c'est quand même beaucoup plus chaud. Mais surtout, en Antarctique, il fait jour pendant 6 mois de l'année et nuit pendant 6 mois de l'année. C'est un peu embêtant quand même pour tout ce qui est alimentation en énergie. Et surtout, il y a plein de régulations. On peut pas faire tout ce qu'on veut en Antarctique, à part tout ce qui est études scientifiques et tout, alors mettre des data centers, c'est pas vraiment possible.